Le 24 août 2011, Michel Despennes appelle le 911. Des policiers sont aussitôt envoyés à son domicile au 4300 à Jenny Lane à Jonesboro dans l'Arkansas. Une fois sur les lieux, ils découvrent le corps sans vie de son mari Mark Despennes, 34 ans. Mark a été tué par balle, il en a reçu 2. Michel déclare alors aux policiers qu'à son retour au domicile, en rentrant du travail, elle a trouvé son mari mort sur le sol de la cuisine. Les enquêteurs analysent alors immédiatement la scène de crime, font le tour du domicile et découvrent une porte arrière qui n'est pas verrouillée. En premier lieu, ils émettent alors la possibilité que des cambrioleurs soient passés par cette porte et aient commis cet acte. Mark Despennes a-t-il été tué suite à un cambriolage qui a mal tourné ? Cette hypothèse est d'abord appuyée par le fait que l'intérieur de la maison était dans un véritable chaos. Les meubles ont été déplacés et tout ce qui a pu être retourné l'a été. Les tiroirs qui ont été retrouvés ouverts, des affaires éparpillées partout sur le sol, la maison a clairement été saccagée et mise sans dessus-dessous. Mais suite à une inspection plus approfondie, les inspecteurs sont amenés à tirer une toute autre conclusion. Selon eux, la maison retournée semble être une mise en scène. En effet, en regardant la scène plus en détail, celle-ci est finalement incompatible avec un cambriolage. Plusieurs éléments vont dans ce sens, notamment le fait que les supposés cambrioleurs ont oublié d'emporter plusieurs objets, pourtant de grande valeur. Il semble bien finalement n'y avoir aucun lien entre la scène de crime et un cambriolage. Et ce meurtre ressemble plutôt à une exécution. Mark a reçu une balle près du cœur ainsi qu'une autre à la tête, presque entre les 2 yeux. Autre élément troublant, des voisins ont déclaré à la police qu'ils avaient vu un homme noir d'apparence louche rôder dans le quartier juste avant le meurtre au volant d'une Mercedes bleue. Sur la scène de crime, les enquêteurs interrogent ensuite brièvement Michel, sa femme, pour en savoir davantage. Mais elle venait de perdre son mari, donc elle était totalement bouleversée. Ils décident alors de lui fixer rendez-vous au poste de police le lendemain pour échanger avec elle de façon plus formelle. Le lendemain, au poste de police, Michel déclare que la dernière fois où elle a vu Mark, c'était le jour du drame, donc la veille, lorsqu'il l'a emmené déjeuner tout près de son lieu de travail. Ils sont allés manger, puis Michel est retournée à la banque où elle travaille vers 13h30. Ensuite, environ 1 heure plus tard, elle décide de rentrer chez elle pour récupérer quelques factures qu'elle devait régler rapidement. Et c'est quand elle est arrivée à son domicile qu'elle a découvert son mari gisant sans vie sur le sol et qu'elle a alors composé le 911. Après cette déclaration, Michel oriente ensuite les enquêteurs vers le père de Mark, Jacques Despennes. En effet, selon elle, il est possible qu'il ait quelque chose à voir avec la mort de son fils, car toujours selon elle, son père est quelqu'un de dur et de très froid. Quant au père de Michel, Carl Kelly, qui est également interrogé, il confirme les dires de sa fille en témoignant également sur le père de Mark dans les mêmes termes. Ouais, si je voulais pointer du doigt quelqu'un, si c'est ce que vous demandez, je pointerai vers Jacques Despennes. Pourquoi la femme de Mark, Michel, ainsi que son père, accusent-ils Jacques, le père de Mark ? Est-ce que celui-ci peut donc être réellement impliqué dans la mort de son fils ? Suite à cela, les enquêteurs décident alors d'enquêter davantage sur la famille de Mark. Ils découvrent alors que Mark était un évaluateur et investisseur immobilier. Il a d'abord commencé à travailler dans la société immobilière de ses parents, qui possédait des centaines de propriétés locatives. Puis il a fini par se lancer et monter sa propre société immobilière. Ils ont également découvert qu'il y a plusieurs années, alors que Mark travaillait encore dans l'entreprise immobilière de ses parents, il s'est violemment disputé avec son père. La mère de Mark, Tana Despennes, déclare aux policiers que le différend portait sur l'argent et que Michel était à l'origine de cette dispute entre les 2 hommes. En effet, selon sa déclaration, le différend a commencé entre Michel et Jacques et non pas entre Mark et Jacques. Il s'avère que Michel avait un différend avec son beau-père et que Mark a défendu sa femme. C'est précisément à ce moment-là qu'il y a eu un froid entre son père et lui
et qu'il a décidé alors de quitter l'entreprise de ses parents. Puis il a démarré sa propre entreprise d'évaluation et d'investissement immobilier avec sa femme. Les enquêteurs décident alors d'interroger Jacques. Lors de cet interrogatoire, celui-ci dit aux enquêteurs que de toute manière, sa femme et lui voulaient se séparer de Marc et de Michel en ce qui concerne leur entreprise immobilière. Donc le fait que Marc ait quitté son entreprise lui convenait parfaitement. Les enquêteurs ont ensuite appris que le conflit entre le père et le fils a atteint un point de non-retour lorsque Marc et Michel auraient trouvé des photos de leur fille adolescente Brooke seins nus sur le téléphone portable de Jacques. À partir de ce fait et de cet instant, Marc n'a plus voulu avoir affaire à son père. Quant à la mère de Marc, Tana, elle a quitté son mari Jacques à la suite de ce scandale. Cependant, Tana est rapidement retournée avec Jacques lorsqu'ils ont découvert qu'en fait c'était Brooke qui avait emprunté le téléphone de Jacques pour faire des selfies d'elle et qu'elle les avait envoyés à un garçon. Tana a aussi découvert et compris que tout ce scandale n'avait été qu'un plan concocté par Michel pour salir Jacques. Michel aurait en fait poussé sa fille Brooke à le faire pour créer un fossé entre les deux familles. Aucune plainte n'a jamais été déposée à ce sujet. Et bien que Jacques ait finalement été disculpé de ces accusations, le plan de Michel a finalement fonctionné car le père et le fils ne se parlaient plus. Et cela jusqu'à la mort de Marc. Lorsque Jacques a été interrogé, les enquêteurs ont aussi été stupéfaits de la manière dont il parlait de son fils. Il disait que son fils était une personne dure, une personne qui n'était pas très gentille. Il a dit, je cite, « Tant qu'il pouvait te retirer ce dollar, il se retournerait, te chierait dessus et s'éloigner. C'est comme ça qu'il était. » Les détectives étaient alors stupéfaits qu'un père puisse parler de la sorte de son fils qui venait d'être assassiné. Après cet interrogatoire, ils se sont alors montrés relativement méfiants envers lui. Cependant, cela a été de courte durée, lorsqu'ils ont vérifié son alibi. En effet, Jacques était bien présent chez lui avec sa femme au moment où Marc a été assassiné. Et le détective de police de Jonesboro, Vic Brooks, a bien perçu que Jacques était un homme brisé qui venait de perdre son fils, que malgré ses paroles, il était réellement rempli de chagrin et de tristesse. Pour autant, Michel ainsi que son père Carl continuaient à blâmer Jacques. Selon eux, il aurait assassiné son propre fils. Selon leur dire, Jacques proférait des menaces envers son fils. Jacques aurait dit que son fils était le diable ou l'avocat du diable. Carl aurait entendu Jacques dire à Marc « Je vais te ruiner, toi et ta famille ». A contrario, Jacques accusait Michel et son père Carl. Selon lui, il était en effet possible que tous les deux soient impliqués dans le meurtre de son fils. Il avait déjà entendu Carl proférer des menaces de mort contre Marc et lui-même. Carl leur aurait dit qu'il allait les tuer et un jour il aurait même agité une arme devant eux. Les enquêteurs ont ensuite découvert que Carl détestait son gendre Marc, que celui-ci était impoli avec son beau-père. Et selon les dires de Jacques, il était aussi possible que son fils ne traite pas bien sa femme. De son côté, Michel nie tout cela. Selon elle, Marc était bon avec elle. Elle ajoute que son père et son mari entretenaient une bonne relation. Carl, il nie aussi. Il déclare que Marc n'était pas impoli, qu'il le traitait bien et qu'il était déjà allé chasser le cerf avec lui. Comme vous pouvez le voir, il y avait donc beaucoup de contradictions entre les différents témoignages recueillis. Michel et Carl accusent Jacques, Jacques accuse Michel et Carl. Pour autant, Jacques a été disculpé, comme vous le savez, suite à son alibi qui a été vérifié. Les enquêteurs tournent alors leur attention vers Michel et décident de fouiller davantage pour découvrir le couple qu'elle formait avec Marc. Et ils ont découvert que sa relation avec son mari n'était pas aussi parfaite et heureuse qu'elle le laissait entendre. Marc et Michel s'étaient rencontrés au lycée. Ils sont mariés depuis près de 15 ans, ils ont eu 2 jeunes fils, Zach et Blake, et ils ont également une fille, Brooke, issue d'une précédente union de Michel. Marc étant dans l'immobilier, il a offert à sa femme et à ses enfants une vie confortable dans un quartier chic de Jonesboro dans l'Arkansas.
Ils avaient une belle maison avec une piscine. Selon les dires de Tana, Mark a toujours travaillé dur alors que Michelle dépensait son argent sans compter. Elle dépensait beaucoup dans l'extravagance et le luxe, notamment dans des vacances à l'étranger. Ils partaient 3 à 4 fois par an à Cancun ou en Jamaïque. Michelle appréciait ce style de vie, ce qui n'est absolument pas répréhensible. Cependant, plus Mark gagnait d'argent, plus elle voulait de choses, alors qu'en réalité, ils avaient des soucis d'argent et vivaient au-dessus de leurs moyens. Ils seraient très endettés et selon les dires de Tana, ils avaient des dettes s'élevant à plus de 2 millions de dollars, une somme absolument incroyable. Les enquêteurs ont ensuite découvert que Michelle entretenait une liaison extra-conjugale. Dans la banque où elle travaillait, elle entretenait une liaison avec un collègue. Un jeune homme de 24 ans, elle en avait 33. Mark n'était évidemment pas au courant de cette tromperie et Michelle payait le loyer de son amant. Elle a payé pour qu'il déménage, elle lui a acheté de la nourriture, elle lui a donné beaucoup d'argent. Mais les enquêteurs ont ensuite découvert que Mark n'était peut-être pas si dupe de cette liaison extra-conjugale car il était devenu méfiant envers sa femme. Une semaine seulement avant son meurtre, il lui avait annoncé qu'il voulait mettre fin à leur mariage. La mère de Mark pense alors que c'est à ce moment-là que Michelle a élaboré un plan pour faire assassiner Mark. Car selon ses dires, Michelle ne voudrait jamais divorcer et accepter de perdre son train de vie. Mais selon le témoignage de Michelle, c'est une toute autre version, puisque Mark ne lui aurait absolument pas demandé le divorce, mais aurait simplement annoncé qu'il ne savait pas s'il resterait marié après que les enfants aient grandi. À ce stade de l'enquête et après toutes ces découvertes, est-il alors possible que Michelle soit impliquée dans le meurtre de son mari? Et cela est-il dû à son infidélité et à leurs problèmes d'argent? Et les enquêteurs découvrent une preuve pouvant appuyer ces dires. 2 polices d'assurance vie en cas de décès de Mark s'élevant à 1 million de dollars au bénéfice de Michelle. Mais les enquêteurs ne pouvaient pas encore prouver que Michelle avait tué Mark uniquement à partir de ces faits. L'affaire stagne alors. Jusqu'au jour où les enquêteurs reçoivent un appel anonyme. Un appel qui pointe du doigt un homme du nom de Terence Barker. Selon l'appelant, Terence se serait vanté d'avoir tiré sur Mark Despen. Maintenant, rappelez-vous, des voisins ont vu un homme noir, louche, au volant d'une Mercedes bleue juste avant le meurtre de Mark. Eh bien, ce serait Terence qui aurait été vu dans cette voiture. Les enquêteurs réussissent alors à identifier la voiture en question, ainsi que le véritable propriétaire et conducteur de cette voiture. Et ce n'est pas Terence Barker, mais Johnny Hubbard. Suite à ces éléments, Terence et Johnny sont retrouvés et interrogés. Lors de l'interrogatoire de Johnny, il faut très peu de temps pour que celui-ci avoue et confirme aux enquêteurs que Terence est bien l'homme qui a abattu Mark Despen. Johnny appuie ses révélations en donnant certaines précisions aux enquêteurs, notamment le fait que Terence a tiré près du cœur de Mark et a tiré une seconde balle dans le visage, ce qui correspond parfaitement aux faits. Terence, lui, il nie d'abord avoir tué Mark, puis avoue finalement sous une avalanche de preuves. Mais qui sont Terence Barker et Johnny Hubbard? Les enquêteurs découvrent alors que Johnny était l'un des locataires de Mark. Selon les dires de Johnny, le père de Michelle, Carl, l'avait approché pour tuer son gendre et que s'il ne le faisait pas, s'il ne se conformait pas aux ordres de Carl, il se retrouverait dans la rue sans abri. Mais il ne pouvait pas faire le travail lui-même, alors il a demandé à Terence Barker, un tueur à gages connu sous le nom de Qualo, de faire le travail à sa place. Johnny et Terence devaient alors recevoir tous les deux une certaine somme d'argent en échange de la mort de Mark. Terence a ensuite déclaré à la police que Carl lui a fourni une arme à feu pour tuer Mark. Et toujours d'après ces déclarations, Carl et Michelle ont échangé par SMS le jour du drame. Et en effet, d'après les enregistrements téléphoniques, Michelle et son père ont échangé plusieurs SMS dans la matinée précédant le meurtre. Le matin du meurtre, Michelle aurait envoyé à son père « Ça doit être aujourd'hui ».
et son père lui aurait répondu de faire ça au déjeuner. Michelle aurait aussi donné des détails à son père sur la façon dont Mark devait être assassiné. Ces SMS ont été supprimés le 24 août 2011, soit le jour du meurtre, mais ils ont pu être récupérés par la police. À ce moment-là, les enquêteurs sont satisfaits car ils sont sur la bonne piste. Les déclarations de Terence ainsi que de Johnny corroborent parfaitement les faits et les preuves. Les enquêteurs ont ensuite retrouvé des images de surveillance montrant Michelle et son mari au déjeuner du 24 août 2011. Rappelez-vous, Mark avait emmené Michelle pour déjeuner ce jour-là et elle est repartie au travail à 13h30. Eh bien, les enquêteurs ont conclu que cela était simplement un stratagème de la part de Michelle et de Carl. Michelle devait en fait s'arranger pour faire sortir Mark de son bureau qui se trouve être à son domicile. De ce fait, cela a obligé Mark à sortir de la maison à l'heure du déjeuner et Terence a pu rentrer à ce moment-là. Carl est d'ailleurs accusé de l'avoir conduit au domicile et de l'avoir laissé entrer à l'intérieur de la maison. Après le déjeuner, Mark est rentré et a été abattu. La maison a ensuite été saccagée pour faire croire à un vol, à un cambriolage. Suite à tous ces éléments, en mai 2012, Carl Kelly, Michelle Despen, Johnny Hubbard et Terence Baker ont tous été arrêtés et accusés de complot dans le meurtre de Mark Despen. Michelle a affirmé ne rien savoir concernant le meurtre de son mari. Pour autant, elle a également été arrêtée et accusée d'entrave à l'arrestation, mais aussi pour avoir conspiré pour le meurtre de son mari. Lors du procès de Carl Kelly et Terence Baker, c'est l'accusation de meurtre au premier degré qui a été retenue. Et à la fin de ce procès, ils ont tous les deux plaidé coupables pour ce chef d'accusation et ont été condamnés à 35 ans de prison. Johnny Hubbard a plaidé coupable pour entrave à l'arrestation et a été condamné à 18 ans de prison. Il a également eu à ce moment-là 20 ans de prison supplémentaires, mais pour une autre affaire, pour violation de sa probation sur une condamnation antérieure pour drogue. Quant à Michelle, son procès s'est déroulé bien plus tard, en août 2014, suite à plusieurs reports du procès. Et à la fin de son procès, Michelle a finalement plaidé coupable pour l'accusation d'entrave à l'arrestation et a été condamnée à 30 ans de prison, mais avec une possibilité de libération conditionnelle après 5 ans seulement de prison effectuée, donc en 2019. En 2019, elle a donc normalement dû se présenter à une audience de libération conditionnelle. Mais malheureusement, je n'ai trouvé aucune information à ce jour sur sa situation. Je ne sais donc pas si elle a obtenu sa libération conditionnelle. Élément que je dois également souligner, malgré le témoignage de Johnny accusant Terence d'être le tireur, les enquêteurs ont un doute sur le fait qu'il ait réellement tiré et se demandent alors s'il est possible que ce soit en réalité Michelle qui ait tiré sur son mari. Mais ce n'est qu'une hypothèse de la part des enquêteurs. Saura-t-on alors un jour la vérité ? C'est comme cela que se termine cette triste affaire. Merci d'être resté là jusqu'au bout. J'attends maintenant vos retours en commentaire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.